Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. J'ai toujours cru que la trahison s'accompagnait de signes avant-coureurs, mais en réalité, elle est presque toujours invisible jusqu'à ce qu'elle se produise. Je m'appelle Louis, et lorsque j'ai réalisé à quel point j'étais tombé, mon monde avait déjà basculé. Mon cœur brisé, mon avenir volé par les personnes que j'aime le plus. Avec le recul, je ne pense pas que la douleur m'ait jamais vraiment quitté. J'ai juste appris à continuer d'avancer. Je suis né et j'ai grandi à Atlanta, en Géorgie. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et après cela, mon père s'est remarié avec une femme nommée Geneva, qui ne s'est jamais vraiment souciée de moi ni de ma sœur aînée Tasha. Tasha et moi avons survécu en restant ensemble, du moins jusqu'à la vingtaine, où nous avons commencé à nous perdre. Elle était toujours magnétique, franche, belle, tout en courbe et en confiance. Les gens se pressaient autour d'elle, même quand elle ne le voulait pas. J'étais son ombre, la petite sœur ringarde qui lisait de la poésie, portait des cheveux naturels et de grosses boucles, et vivait pour les livres et les chiffres. Quand j'ai rencontré David, je me suis dit que la chance avait enfin tourné. J'avais 26 ans, j'étais en plein master à Georgia Tech et j'étais déterminé à faire mes preuves dans le monde de la tech. David avait quelques années de plus que moi et se faisait déjà un nom dans le capital risque. Il était venu prendre la parole lors de l'un de nos événements de réseautage Black STEM. Il était grand, la peau couleur chocolat, toujours impeccablement habillé, et son rire emplissait une pièce. Il se souvenait de chaque détail. Mon auteur préféré, mon obsession pour les vieux disques de soul, ma manie de tordre mon bracelet quand j'étais anxieuse. Le courant est immédiatement passé. Après notre premier café, il m'a raccompagné à ma voiture et m'a dit « Tu as une énergie de femme, Louis, je pourrais la développer avec toi. » Ça m'a fait rougir pendant des semaines, dans un monde où tant de gens essaient de me rapetisser. Il m'a fait sentir en sécurité, comme si j'étais à la hauteur. Ma famille était sceptique au début. Tasha trouvait que David semblait trop simple et trop vieux. Papa le trouvait trop bourgeois. Geneva haussa simplement un sourcil et resta discrète. Mais David s'en fichait. Il m'apportait des fleurs et des beignets pour tout le monde. Un été, il a aidé mon père à réparer sa voiture et à faire rire Genève lors de barbecue. Même Tasha semblait se réchauffer. Avec le recul, je me demande si cette chaleur a jamais été réelle. 2 ans plus tard, David m'a demandé en mariage dans mon bar préféré sur un toit terrasse, au moment même où les lumières de la ville commençaient à s'illuminer. La bague n'était pas énorme, mais elle était vintage, unique, une pièce unique de sa grand-mère. Il a pleuré quand j'ai dit oui. Je n'avais jamais vu un homme pleurer de joie auparavant. Mon cœur s'est gonflé. J'ai appelé Tasha, et elle a crié dans le téléphone. Finalement, a-t-elle dit, il était temps, ma belle. Les fiançailles ont filé comme un éclair, entre dégustations, visites de lieux et cortèges nuptiaux. Tasha, bien sûr, était ma demoiselle d'honneur. Elle levait les yeux au ciel devant mes choix de couleurs et me taquinait en me disant que j'étais trop sentimental, mais elle était toujours là. Elle était la seule personne capable de me calmer quand le stress devenait trop pesant. Nous sommes restés éveillés tard, à parler de tout et de rien, comme si nous étions redevenus des enfants. 3 semaines avant notre mariage, tout a changé. David est rentré un soir, plus vieux que je ne l'avais jamais vu, les yeux injectés de sang et les mains tremblantes. Il m'a fait asseoir sur notre canapé usé, a pris mes mains dans les siennes et m'a dit qu'il n'y arriverait pas, je me sens piégé, Louis, a-t-il dit doucement, comme si j'étais tiraillé dans tous les sens. J'ai besoin de temps. Je suis désolé. J'avais l'impression de m'être effondré. Je n'ai pu que hocher la tête, même si intérieurement je hurlais. Je n'ai pas mangé pendant des jours. J'ai appelé Tasha, et elle avait l'air choquée. Il quoi? Tu te moques de moi? Elle m'a dit de venir, mais quand je suis arrivé à son appartement, elle n'a pas ouvert. Une semaine plus tard, je l'ai vue. Quelqu'un m'a tagué sur une photo Facebook, David et Tasha, souriant sur une plage de sable blanc, bras dessus bras dessous, lunettes de soleil remontées dans les cheveux. Il avait la main sur sa cuisse. Elle portait le collier qu'il m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ils avaient l'air si décontractés, si familiers. Mon corps tremblait de colère et d'incrédulité. J'ai appelé Tasha. Elle n'a pas décroché. J'ai appelé David. Il répondit,
mais ne dis rien au début. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, dit-il finalement. Mais je ne te dois rien, Louis. C'est tout ce qu'il a dit avant de raccrocher. J'ai essayé de parler à mon père, mais il m'a dit que j'exagérais. Geneva m'a dit que j'aurais peut-être dû voir les signes avant-coureurs et que ces choses-là arrivent. Personne dans ma famille n'est venu me voir, ni pour s'assurer que je mangeais ou dormais. J'ai fait mes valises avec mon vieux chat maigrichon, Blue, et je suis parti sans rien dire à personne. Pendant un moment, je n'ai eu nulle part où aller. J'ai dormi chez des amis à Atlanta jusqu'à ce que je sois lassé. Ensuite, j'ai pris un bus bon marché pour Houston, où mon ancienne colocataire de fac m'a laissé dormir dans sa chambre d'amis. J'ai trouvé un travail comme réceptionniste dans un cabinet médical, gagnant juste assez pour survivre. J'ai arrêté de porter la bague. J'ai supprimé toutes les vieilles photos de mon téléphone. La plupart des nuits, je pleurais tellement que je pensais ne plus jamais respirer correctement. J'ai essayé une thérapie, mais c'était cher et les listes d'attente étaient longues. Au lieu de ça, je travaillais, le jour au bureau, le soir à apprendre le code et à développer de petites applications que je pouvais à peine héberger en ligne. Je portais des costumes de friperie et assistais à des entretiens avec des startups technologiques qui me regardaient à peine dans les yeux. J'ai essuyé des refus à chaque bourse, à chaque prêt, à chaque concours de pitch auquel j'ai participé. Certains jours, assis dans mon minuscule studio, je regardais la pluie s'abattre sur les fenêtres, le cœur lourd. Pourtant, j'ai persévéré. J'ai accepté tous les petits boulots de consultant que j'ai pu trouver, création de sites web pour des entreprises locales appartenant à des Noirs, configuration de bases de données pour des associations à but non lucratif. Ce n'était pas prestigieux, mais j'ai appris. J'ai grandi. Finalement, une femme noire en capital risque à Dallas a repéré quelque chose dans mon travail. Elle a investi 15 000 $. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était plus que ce que j'avais jamais eu au départ. Je vivais modestement, avec des ramen à $1, des repas maison, sans vie sociale. J'économisais chaque centime, passais mes week-ends à me renseigner sur le droit des affaires et la sécurité informatique. Mon premier produit, un petit outil SaaS pour les organisations communautaires, a atteint le seuil de rentabilité, mais il m'a permis de me faire connaître. J'ai grandi. Pas de gros titres, pas de publications virales sur les réseaux sociaux, juste un travail acharné et constant. Au cours des 6 années suivantes, mon entreprise a grandi. J'ai embauché mon premier développeur à temps partiel, puis une petite équipe. Nous avons emménagé dans un petit bureau dans un entrepôt rénové, partagé avec 2 autres startups. L'argent n'était pas prestigieux, mais c'était suffisant. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai acheté une voiture d'occasion. Je suis même parti en vacances, seul, à la Nouvelle-Orléans, juste pour prouver que j'en étais capable. Dans mon succès discret, j'ai trouvé la paix. Personne d'Atlanta ne m'a jamais appelé. Ni mon père, ni Geneva, ni Tasha. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était pour une invitation à une baby shower pour leur premier enfant avec David. Je n'y suis pas allé. J'ai fait un don anonyme à sa liste de naissance et j'ai gardé le silence. Ce n'est qu'après avoir rencontré Damon que j'ai recommencé à croire en l'amour. Il était différent, plus âgé, réaliste, avec une douceur dans le regard que je n'avais jamais connue. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence d'affaires à Chicago, nous avons sympathisé en parlant d'entrepreneuriat noir et avons commencé à sortir ensemble discrètement. Damon se fichait de mon passé. Il respectait mes limites, aimait mon ambition et m'apportait la paix, pas le chaos. Damon dirigeait une société de capital investissement, sans prétention, mais profondément respectée. Il aimait la musique, cuisinait un excellent gombo et ne manquait jamais l'église le dimanche. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans un jardin de Hyde Park. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'invitation pour des personnes que je ne considérais plus comme ma famille. Juste nous, une poignée d'amis et la paix. Nous avons bâti une vie ensemble à Chicago. Mon entreprise a fusionné avec une plus grande entreprise technologique, et je suis resté directeur technique. Damon soutenait mon travail, mais ne s'est jamais défini par lui. Nous fréquentions des bars de jazz, voyagions en voiture et trouvions du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Mon cœur se sentait enfin entier, non plus soudé par l'espoir et la douleur, mais solide, sain, guéri. 8 ans s'étaient écoulés depuis Atlanta, depuis le mariage qui n'avait pas eu lieu, depuis Tasha et David. Je ne pensais presque plus à eux. Puis, un vendredi après-midi, Damon est entré dans mon bureau,
l'air à la fois amusé et étrangement formel. J'ai un événement professionnel à Atlanta le mois prochain, a-t-il dit. Un dîner de promotion pour l'un de mes nouveaux vice-présidents. J'aimerais que vous veniez. J'hésitais. Atlanta était encore hanté, mais Damon sourit et me tendit les détails de l'événement. Je parcourus l'invitation et sentis ma poitrine se serrer. Vice-président, David Baker. J'ai failli rire. De tous les gens au monde, c'est Damon qui m'a regardé. Tu le connais. J'ai juste secoué la tête. C'est une longue histoire. Il n'a pas insisté. Il a juste dit, c'est à toi de décider. J'aimerais beaucoup que tu sois là. Finalement, j'y suis allé, non par dépit ou par vengeance, mais parce que je voulais voir par moi-même qui j'étais maintenant, comparé à celle que j'étais avant. Je portais une longue robe noire, des bracelets en or et une paire de talons qui me donnaient un sentiment de puissance. J'ai gardé mes cheveux naturels en une épaisse et fière afro, et je me suis comporté comme la femme que j'étais devenue, et non comme la fille brisée que j'avais laissée derrière moi. Le dîner avait lieu dans un élégant restaurant sur le toit du centre-ville, dont les murs de verre scintillaient sous les lumières de la ville. Damon et moi sommes arrivés avec une grande élégance. La salle bourdonnait de rire et de champagne, mais je sentais les regards braqués sur nous dès notre entrée. Là, à la table du fond, était assis David, plus âgé, un peu plus rond, mais toujours aussi fier de lui-même. Tasha était à côté de lui, plus bruyante que jamais, riant trop fort à la blague, attirant comme toujours l'attention. Je sentis la main de Damon dans mon dos tandis que nous traversions la pièce. David nous a remarqués en premier. Ses yeux se sont écarquillés, l'espace d'une seconde, puis il a détourné le regard. Tasha ne m'a pas vu avant que Damon ne nous conduise à la table d'honneur. Elle se figea, son rire s'éteignant dans sa gorge. Damon, toujours professionnel, salua chaleureusement tout le monde, serrant des mains et échangeant des banalités. Finalement, les discours commencèrent. Quand son tour est venu, il s'est approché du micro et a tapé dans le dos de David. « Je suis fier de lui », a-t-il dit. Il a été un excellent ajout à notre équipe, et merci à tous ceux qui soutiennent notre travail, y compris ma femme. Mon partenaire. Louis. Il s'est tourné vers moi, a souri et m'a embrassé sur la joue. La salle applaudit poliment. Je sentis le regard de Tasha me brûler. David serrait si fort la mâchoire que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Je souris et restai silencieuse, refusant de les regarder de toute la soirée. Après le dîner, tandis que les invités se mêlaient, je m'excusai et me dirigeai vers les toilettes. Tasha me suivit, ses talons claquant sur un carrelage en marbre. Elle m'a coincé près des lavabos, la voix basse et tremblante. « Tu l'as épousé. Tu le savais. Tu savais que David travaillait pour lui. » Je l'ai regardé dans les yeux. Son maquillage était parfait, mais ses mains tremblaient. « Non. » J'ai dit, Virginie, au calme. Je viens d'épouser un homme bien. Tout le reste n'est que coïncidence. Je me suis retourné pour partir, mais avant que je puisse le faire, elle s'est agenouillée, juste devant tous ceux qui entraient et sortaient des toilettes. Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, Louis. S'il vous plaît. Ne virez pas David. Ne nous ruinez pas. Ce travail, c'est tout ce qui nous reste. On se noie. Il n'y a aucune issue s'il le perd. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Vous ne savez pas ce que c'est. » Les gens s'arrêtèrent et me fixèrent. Tasha sanglotait si fort que j'en avais mal au cœur, mais pas comme cela aurait pu l'être autrefois. David se tenait juste devant la porte, silencieux, les bras croisés, trop fier ou trop têtu pour dire quoi que ce soit. J'ai aidé Tasha à se relever, sentant une vieille douleur se dissiper en moi. « Je ne suis pas là pour ruiner qui que ce soit », ai-je dit doucement. « Je vous ai pardonné à tous les deux il y a longtemps, mais je ne reviendrai pas en arrière. Je ne te dois plus rien. Je l'ai laissé là, le mascara maculé, la fierté brisée, et je suis retourné à la fête avec David à mes côtés. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Mon père m'a appelé pour la première fois depuis près de 10 ans. Genève m'a laissé des messages. Des cousins et de vieux amis m'ont contacté sur Facebook et LinkedIn. Ils voulaient le pardon, des retrouvailles, pour arranger les choses. La voix de papa s'est brisée sur le répondeur. On avait tort, ma puce. J'avais tort. S'il vous plaît, rappelez-moi. S'il vous plaît.
Mais j'étais déjà parti. Je leur avais pardonné depuis longtemps, mais je n'avais plus rien à donner. J'ai écouté leurs messages, je les ai supprimés et je suis retourné à ma vie. Une vie que j'ai reconstruite sur les cendres, sans leur aide ni leur approbation. Je n'ai pas viré David. Je n'ai pas dénoncé Tasha ni révélé leurs affaires à qui que ce soit. Je n'en ai plus jamais parlé, même à Damon, qui n'a jamais insisté pour obtenir des détails. Mon œuvre n'était plus entre leurs mains. Voilà à quoi ressemble une véritable guérison. Pas un grand geste ni une prise de conscience publique, mais un choix calme et résolu d'avancer et de ne plus jamais laisser ceux qui vous ont brisé prendre le pouvoir. Et c'est, je suppose, la seule fin dont cette histoire avait besoin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.